L'impact sur les enfants des violences au sein du couple. Je suis Édouard Durand, magistrat. J'ai été juge des enfants notamment à Marseille et à Bobigny. Et depuis le 23 janvier 2021, je co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a deux missions principales. La première est de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et notamment d'inceste. Et la seconde est de faire des préconisations de politique publique pour changer la société et mieux protéger les enfants. Quel lien faites-vous entre les sphères de la conjugalité et de la parentalité? D'une manière théorique ou abstraite, on pourrait dire que la sphère de la conjugalité et la sphère de la parentalité n'ont rien à voir, qu'elles sont étanches. En réalité, dans la vie réelle des personnes, des hommes, des femmes et des familles et des enfants dans la famille, ces deux sphères de la conjugalité et de la parentalité ne peuvent pas se dissocier parce que nous sommes les mêmes personnes. Les violences au sein du couple impliquent-elles pour les professionnels d'adapter leur approche de la parentalité? Nous savons que 80% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères. Et donc que si nous ne traitons pas de manière adaptée la parentalité dans les situations de violence conjugale, alors toutes les mesures de protection qui seront prises dans la sphère de la conjugalité seront caduques parce qu'il n'y aura pas de protection dans la sphère de la parentalité. Et parce que ce qui se joue dans la conjugalité, c'est-à-dire l'asymétrie, le pouvoir, le rapport de domination, se joue aussi dans la sphère de la parentalité. Enfin, parce que nous savons que dans les violences conjugales, au moins 75% des prétextes au passage à l'acte de l'agresseur contre la victime sont liés à la parentalité. Et donc, il ne faut jamais dissocier la sphère de la conjugalité et la sphère de la parentalité. Parce que, aussi, les traits de personnalité de l'agresseur dans la sphère de la conjugalité, l'immaturité, l'intolérance à la frustration, le défaut d'empathie, l'imprévisibilité notamment, doivent être pris en compte dans la sphère de la parentalité. Parce que être parent, c'est être nécessairement confronté à la frustration. Éduquer un enfant, c'est faire preuve de prévisibilité. L'éducation, c'est la répétition des règles. Et parce qu'enfin, être parent, c'est faire preuve d'empathie pour son enfant, c'est-à-dire être en capacité d'identifier que son enfant a des besoins qui sont différents des siens, non seulement différents, mais prioritaires. En d'autres termes, pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, il faut être protecteur dans la sphère de la parentalité. Un mari violent est un père dangereux. Comment aborder la parentalité dans les situations de violence conjugale? Un mari violent est un père dangereux. Aucune protection n'est possible dans les situations de violence conjugale si la parentalité ne tient pas compte de la violence dans la sphère de la conjugalité. Autrement dit, il existe un mode de preuve classique, ancestral, extrêmement bien établi, qui s'appelle la présomption. Il faut présumer qu'un mari violent est un père dangereux. Et puis, il faut organiser l'exercice de l'autorité parentale d'une façon protectrice. Pour cela, il faut faire la distinction entre ce que j'appelle les 4 registres de la parenté. La filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Or nous avons tendance toujours à penser que dès lors qu'il y a la filiation, il faut qu'il y ait l'autorité parentale, le lien et la rencontre, alors que ce sont 4 registres différents de la parentalité. Oui, c'est son père, il y a la filiation. Nous ne disons pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'il y a la filiation qu'il faut qu'il y ait l'autorité parentale, car l'autorité parentale est un instrument juridique qui a pour finalité l'éducation, la protection de l'enfant, prendre des décisions pour l'enfant, organiser sa vie, bien organiser les rencontres au sein de la famille. Et dans les situations de violence conjugale, il faut permettre à la femme victime de violence conjugale d'avoir seule l'exercice exclusif de l'autorité parentale pour organiser la vie de la famille après la séparation. De la même manière, il y a une différence entre le lien
et la rencontre. Comme le dit le docteur Jean-Louis Nouvel, un pédopsychiatre, le lien c'est psychique, la rencontre c'est physique. Et il ajoute parfois, la rencontre physique attaque le lien. Et j'ajoute aussi, parfois, il faut aider l'enfant à se délier, à se défaire de l'emprise de l'agresseur à l'intérieur de lui. La question est, qui voulons-nous protéger? Voulons-nous que ces enfants puissent dormir? Voulons-nous qu'ils puissent apprendre à l'école? Voulons-nous qu'ils puissent jouer avec leurs camarades sans être envahis par la reviviscence des scènes traumatiques et la présence de l'agresseur à l'intérieur d'eux qui les colonise? Il faut faire la distinction entre les 4 registres de la parenté. Pourquoi les écrits professionnels sont-ils utiles pour aider l'autorité judiciaire à prendre une décision? La protection, c'est une chaîne. Aucun professionnel ne peut être protecteur tout seul. C'est une chaîne parce que chaque compétence est indispensable. C'est une chaîne parce que la décision est un processus qui s'élabore avec différents apports complémentaires. Enfin, l'audience, le tribunal ne sont ni un moment, ni un lieu qui permettent d'appréhender une situation dans sa totalité, dans sa vérité même. Magistrat, je ne peux comprendre ce qui se passe dans le secret d'une maison que si les professionnels s'engagent dans leurs écrits à expliquer ce qu'ils observent et ce qu'ils comprennent le plus précisément possible. Autrement dit, un professionnel, un médecin, une assistante sociale, un éducateur, une puéricultrice ne peuvent attendre d'un magistrat, d'un juge des enfants, d'un juge aux affaires familiales, d'un tribunal correctionnel que ce qu'ils lui écrivent. Enfin, les violences conjugales sont non seulement un passage à l'acte, et plus précisément une succession de passages à l'acte, mais elles sont aussi un contexte d'emprise, de terreur, de peur, d'angoisse. Et tout cela, chaque professionnel doit le décrire. Décrire précisément ce qu'il observe dans les attitudes de l'agresseur, de la victime, les mots qui sont dits, et aussi ce qu'ils observent dans le développement des enfants. C'est fondamental. Pourquoi le concept d'aliénation parentale est-il dangereux pour la protection des victimes? Pour être protecteur dans les situations de violence conjugale, il faut non seulement prendre en compte le lien indissociable entre la conjugalité et la parentalité, mais il faut aussi faire la différence entre la violence et le conflit et prendre en compte la présence de concepts anti-victimaires qui ont tendance à obstruer notre capacité de voir la situation de violence, de la prendre en compte et d'être protecteur. Dans la sphère de la parentalité, de la séparation des couples, des affaires familiales ou de la protection de l'enfance, on observe la présence extrêmement préoccupante d'un concept dangereux qui est le concept d'aliénation parentale, qui a tendance à évacuer la capacité de penser la réalité de la violence faite aux femmes dans les violences conjugales, la réalité de l'impact traumatique sur les enfants co-victimes et la réalité des violences physiques, psychologiques, voire sexuelles faites aux enfants directement par le violent conjugal. Le concept d'aliénation parentale a été inventé à la fin des années 80 par un psychiatre américain qui disait que dans un très grand cas de divorce avec conflit sur la séparation et la garde des enfants, la mère lave le cerveau de l'enfant pour que l'enfant refuse de voir son père. Et ce concept a pris une très grande ampleur parce qu'il est la caution du déni de la violence. Alors qu'il y a des raisons légitimes pour qu'un enfant refuse de voir l'un de ses parents. Et ces raisons sont notamment l'alliance et le détachement. L'alliance est le processus psychique par lequel un enfant atténue la souffrance que lui cause la séparation de ses parents en nouant une relation privilégiée
voire exclusive, mais provisoire et réversible, avec un seul de ses parents, sa figure d'attachement principale, le plus souvent sa mère. Pour moins souffrir, je veux rester avec maman. C'est provisoire et réversible. On peut comprendre l'enfant, on peut accepter que l'enfant souffre moins. Et puis la seconde raison, c'est le détachement, qui est le processus psychique par lequel un enfant s'autorise à ne plus être en lien avec un parent qui lui fait peur, avec un parent qui l'agresse, avec un parent violent. Et c'est notamment le cas des violences conjugales. Il faut soutenir le processus de détachement. Enfin, il est absolument essentiel d'avoir présent à l'esprit que, contrairement à ce que l'on pense souvent, les fausses dénonciations de violences conjugales, de violences sexuelles sur l'enfant sont non seulement marginales mais extrêmement résiduelles, que le savoir, la recherche internationale montre lorsqu'on regarde les dossiers de divorce ou les dossiers de maltraitance faits aux enfants, que les mensonges, les fausses dénonciations sont extrêmement rares. Autrement dit, le risque que nous courons comme professionnels, comme institutions, n'est pas de surinterpréter des révélations de violence. Le risque réel que nous courons est de laisser passer sous nos yeux des enfants victimes de violences sans les protéger. Si l'on veut déclencher la chaîne de la protection, il y a des pratiques professionnelles qui sont protectrices, qui sont le repérage systématique, croire la personne qui révèle des violences et mettre en œuvre les principes de la protection.